D'accord. Comme Shlomi vient de le dire, nous pouvons approfondir dans l'espace sécurité. Eyal nous rejoindra dans une minute. Je vais vous présenter rapidement ce qui nous guide dans l'élaboration de la feuille de route. Donc, c'est un chiffre assez étonnant que nous avons vu chez Gartner. Les attaques contre la chaîne d'approvisionnement en logiciels ont touché 61% des entreprises américaines. Ceux d'entre vous qui ont assisté au dernier Leap ou Swamp Up connaissent cette diapositive. C'est une diapositive que j'aime beaucoup parce que nous regardons tous les choses du point de vue du développeur. Nous avons les différentes étapes du SDLC, mais à chaque étape du SDLC, un attaquant a également la possibilité de subvertir et d'altérer les artefacts et les logiciels au fur et à mesure qu'ils sont progressivement poussés de gauche à droite. Le fait que ces attaques contre la chaîne d'approvisionnement aient touché tant d'entreprises est logique. Pourquoi? Parce que ces attaques sont virales par définition, n'est-ce pas? Vous prenez un composant logiciel qui est ensuite utilisé par une autre entreprise qui prend ensuite son produit. C'est un service qui est intégré dans un autre ensemble, une pile d'outils qui est ensuite incorporée dans un autre service. On obtient donc tout cela un par un. Et nous l'avons vu à travers, disons, les principaux exemples d'attaques de la chaîne d'approvisionnement en logiciels qui ont eu lieu. Nous connaissons tous SolarWinds. SolarWinds était en fait la modification d'un code source qui s'est ensuite retrouvé dans tous les binaires installés par SolarWinds. Et SolarWinds est un logiciel très important. Il a accès à presque tous les appareils de votre réseau. Il dispose donc de nombreux privilèges à l'intérieur du réseau. C'était donc une cible de choix pour les attaquants, car une fois que vous êtes immiscé dans ce logiciel et que vous y avez introduit un code malveillant, vous êtes en position privilégiée dans tous les différents réseaux où il est installé, et il est installé dans des milliers d'organisations. Cassia, même chose. Quelqu'un sait-il ce que fait Cassia, ce qu'ils vendent? Ils vendent des logiciels qui sont utilisés par des services de sécurité gérés, donc des MSSP. Une fois que vous avez accès aux logiciels de sécurité qui gèrent la sécurité pour d'autres entreprises, regardez la chaîne que nous avons. D'une entreprise, nous passons aux fournisseurs de services qui assurent la gestion de la sécurité pour des milliers d'autres entreprises, voire plus, et qui gèrent leur sécurité. Vous représentez donc le niveau de confiance le plus élevé avec votre code. Votre code gère la sécurité de milliers d'organisations. Cassia était donc une mise à jour de logiciels malveillants. CodeCov est un outil qui permet de s'assurer de la couverture du code par des tests. Ce qui a été altéré, c'est essentiellement leur intégration au dépôt Git de leurs clients. Les attaquants ont donc désormais accès au dépôt privé des clients de CodeCov et il s'agit d'une simple modification d'un simple script bash. FreeCX est une société de communication VoIP et leur programme d'installation a été modifié. Le setup.exe que nous connaissons tous, ou peu importe ce que c'est, était la version finale du binaire. C'est la version finale du logiciel qui a été modifiée. Vous pouvez voir ici que nous avons commencé par les sources et que nous arrivons à l'installateur, la dernière version du pack, la version du paquet de notre code. Cela couvre donc l'ensemble du cycle de vie. Et c'est vraiment ce qui nous a amené à construire ce que nous construisons. À JFrog, nous essayons de faire face à ce flot d'attaques de la chaîne d'approvisionnement et nous avons commencé avec beaucoup d'entre vous avec X-Ray, qui est notre outil d'analyse de la composition des logiciels, SCA. Il permet de créer une nomenclature logicielle, SBOM, terme que nous avons déjà mentionné, Software Bill of Materials, nomenclature logicielle. C'est aujourd'hui un outil à la mode. Il l'a fait pendant de nombreuses années. Il permet de détecter les problèmes de licence. Il peut détecter les vulnérabilités. Nous avons alors dit que X-Ray était très bien, mais que les attaques de la chaîne d'approvisionnement que nous observons nécessitaient des mesures d'atténuation et des outils supplémentaires. C'est alors que nous avons décidé d'introduire JFrog Advanced Security, que nous appelons parfois JAS. JFrog Advanced Security a introduit de différentes capacités. L'une d'entre elles est la possibilité de rechercher des secrets. Il permet notamment
de hiérarchiser les vulnérabilités grâce à l'analyse contextuelle, c'est-à-dire l'analyse du code d'une application pour déterminer si les vulnérabilités des composants open source qu'elle utilise sont réellement exploitables et applicables. Eyal en parlera. Et aussi les questions d'infrastructure en tant que code et la façon dont vous construisez votre infrastructure sur l'auto-hébergement ou dans le cloud et d'autres capacités. Mais JFrog est généralement connu pour ses binaires. Et avec le shift left et la façon dont les développeurs consomment les informations de sécurité, il disait « Peut-être que vous trouverez quelque chose dans le binaire, mais je dois probablement le réparer avec le code source. » JFrog est donc passé à gauche. Et nous sommes fiers de dire que nous nous déplaçons même plus à gauche que le début de l'écriture du code. C'est le moment où les développeurs regardent et décident quel type de progiciel ils vont utiliser avec leur code. C'est donc la première étape. Personne ne veut écrire toute l'application. Il faut décider sur quel progiciel open source on va s'appuyer. Il s'agit d'une phase critique parce qu'elle précède l'engagement de tout code, la création de toute profondeur technique avant que vous ne vous appuyiez sur ces éléments. Et vous savez probablement tous combien il est difficile de convaincre un développeur de changer de progiciel une fois qu'il a déjà livré l'application et qu'il a déjà des commis. C'est très difficile à faire. Il faut que les mécanismes soient bien conçus dès le départ. Et c'est exactement ce que nous avons fait lorsque nous avons introduit Curation en juillet de l'année dernière. Elle vous permet de filtrer les paquets qui entrent dans le système par le biais de différentes politiques. Il peut s'agir de différentes choses. Il peut même s'agir d'éléments personnalisés dont nous parlerons plus tard. Mais, et cela vient aussi de vos commentaires, il ne suffit pas de regarder l'open source. Vous devez également examiner le code que vos propres développeurs mettent au point, car ce sont des humains et les humains font des erreurs. Et pas seulement les humains, nous en parlerons dans la dernière partie de cette session, mais les humains font des erreurs et introduisent des vulnérabilités de sécurité dans la logique d'entreprise qu'ils utilisent. Bien sûr, ils utilisent différents composants open source, mais en fin de compte, ce que nous vendons à nos clients avec les logiciels, c'est de la valeur et généralement, cette valeur se cache dans la logique d'entreprise qui relie ces différents composants. Nous avons donc présenté SAST. SAST est l'acronyme de Static Application Security Testing, test statique de sécurité des applications. Il s'agit d'une méthode qui est devenue le nom pour les vulnérabilités que les développeurs introduisent avec leur propre code. Nous avons donc décidé d'analyser le code source avec notre produit SAST, qui l'analyse à la fois sur les dépôts Git et sur le poste de travail du développeur par le biais d'un plugin IDE. C'est également quelque chose que nous avons livré l'année dernière. Maintenant que nous allons plus loin, et vous avez eu assez d'indices pour cela aujourd'hui, nous avons également eu d'excellentes questions de départ. Merci, que nous voulons discuter de là où se trouvent les binaires. Et les binaires vont à droite, les binaires vont en production, c'est là qu'ils sont exécutés. Et nous voulons introduire de la visibilité là-dessus, et nous sommes maintenant en version bêta du runtime, et Eyal en parlera longuement. Et nous montrerons tous les détails, mais à la fin de la journée, les binaires et les logiciels vont à la production, et nous voulons aller les protéger là. Cela complétera notre solution de bout en bout, et bien sûr, il y aura toujours de nouvelles choses. Mais pour l'instant, c'est la vision que nous mettons en avant pour résoudre ces attaques de la chaîne d'approvisionnement en logiciels. Un exemple rapide, SolarWinds. Je prends toujours les binaires de toutes ces attaques et je demande à mes collègues, à mon équipe, de les scanner et de voir si je peux les trouver. Une chose intéressante que nous avons découverte récemment à propos de SolarWinds est que notre service SaaS peut détecter ce code malveillant lorsqu'il analyse le code source, mais aussi lorsqu'il analyse le binaire, il peut trouver un secret grâce à notre capacité de détection de secrets de sécurité avancée JFrog. Mais qui a introduit ce secret? Les attaquants eux-mêmes, car ils avaient besoin de s'authentifier lorsqu'ils se connectaient à leur serveur distant. Ils ont donc commis l'erreur d'intégrer des secrets dans leur code malveillant et JFrog Advanced Security l'a détecté. C'est une autre façon pour nous de détecter que quelque chose ne va pas. Bien entendu, JFrog Advanced Security ne vous dira pas qu'il s'agit d'un code malveillant introduit par un acteur étatique soutenu par une nation. Vous devez le réparer. Mais il vous dira que ce code contient un secret. Et quelqu'un ira voir et dira que ce n'est pas un secret de l'entreprise. C'est quelque chose que nous n'avons jamais vu. C'est un code qui a introduit ce code. Ainsi, il sera alerté sur ce problème et il aurait peut-être pu l'éviter. Ce n'est qu'un exemple de SolarWinds.
Mais c'est ainsi que nous nous concentrons sur ces domaines. Nous nous concentrons sur les attaques que nous pouvons prévenir. Et pour ce faire, nous devons être en mesure d'appliquer dans différents domaines et à différents stades, non seulement les outils d'analyse, mais aussi les politiques. C'est quelque chose que beaucoup d'entre vous nous ont demandé et ce qui a été discuté ici aujourd'hui. Ainsi, nous ne nous contenterons pas de balayer les différentes étapes du cycle de vie. On peut vouloir avoir des politiques et des actions différentes. Et c'est exactement ce que nous construisons avec les politiques unifiées. Vous pouvez donc voir ici à l'écran ce que nous sommes en train de construire. Nous pouvons voir les différentes étapes du cycle de vie. Ensuite, nous avons des politiques pour différents outils et différentes capacités. Le JFrog comprend le SAS, la composition de logiciels, la détection de secrets, le tout en un seul endroit qui vous permettra d'avoir différentes politiques, mais avec une seule vue et une seule action et des actions différentes. C'est donc quelque chose qui va arriver et c'est une nécessité parce que nous introduisons tous ces différents outils qui fonctionnent à toutes les étapes. Et nous avons besoin d'avoir une vue unifiée pour toutes ces politiques. Et c'est quelque chose que vous nous avez beaucoup demandé. Cela m'amène à nouveau à la question de savoir comment nous décidons de notre feuille de route. J'ai déjà parlé de la recherche et je montrerai un autre exemple à la fin de cette session. Nous essayons toujours de regarder ce que font les attaquants parce qu'en matière de sécurité, il faut en être conscient. C'est là que les choses intéressantes se produisent. C'est de ce genre de choses qu'il faut se protéger, car on ne peut pas se protéger de n'importe quoi. Il faut se protéger des vraies choses et nous essayons de nous concentrer là-dessus. L'autre aspect est le retour d'informations. Comme je l'ai dit, la politique unifiée, c'est quelque chose que vous nous avez dit à plusieurs reprises et nous prenons vraiment en compte ce retour d'informations. Nous les apprécions. Nous avons beaucoup appris du saut de l'année dernière et nous l'avons intégré dans nos plans pour 2024. Pour parler de ces projets et pour vous montrer quelques démonstrations intéressantes, j'aimerais inviter Eyal Deman, notre vice-président chargé des produits pour JFrog Security. Allez-y. Très bien. Bonjour à tous. Je suis Eyal Dement. Comme je l'ai dit, je dirige l'équipe produit de JFrog Security. Je suis également monté sur scène avec un simple T-shirt. Je prends donc des risques. Avec un peu de chance, je ne le regretterai pas. Je vais prendre quelques autres risques car j'ai beaucoup de contenu à vous montrer, y compris des démos en direct sur la scène. Commençons donc par le début. La majeure partie de notre session consistera à approfondir les produits que nous avons lancés au cours de l'année et demie écoulée. Nous vous donnerons des informations actualisées sur le catalogue Curation et la sécurité avancée. Nous approfondirons également la sécurité d'exécution, comme l'a mentionné Asaf. Tout d'abord, qu'est-ce que le catalogue? Comme indiqué précédemment, il s'agit de notre Wikipédia des paquets, avec une société binaire. Nous vous fournissons toutes les informations sur les paquets open source que nous collectons en permanence et qui alimentent tous nos produits. Ces informations sont également disponibles sous la forme d'une application web et, bien sûr, d'une API pour exécuter toute automatisation dont vous avez besoin pour de multiples cas d'utilisation. Il contient toutes les informations dont vous avez besoin, comme les dépendances, les vulnérabilités, les informations JFrog augmentées sur les CVE et ainsi de suite. L'une des choses dont vous nous avez parlé récemment était la nécessité d'avoir la capacité d'augmenter les informations avec un catalogue contenant vos propres informations propriétaires, ce que nous appelons le catalogue personnalisé. Qu'il s'agisse de pouvoir créer vos propres étiquettes privées sur des emballages spécifiques ou simplement de pouvoir remplacer la sévérité de la CV par vos propres données propriétaires. Mais il ne s'agit pas seulement de pouvoir saisir ou compléter les informations du catalogue avec vos propres informations. Il s'agit également de pouvoir agir sur ces informations avec les différents produits. Un exemple serait l'introduction de la possibilité de mettre en place des politiques sur JFrog Curation, c'est-à-dire la possibilité d'empêcher les paquets d'entrer dans l'organisation sur la base de vos propres données privées dans le catalogue personnalisé. En outre, vous pouvez le faire dans X-Ray en établissant des politiques et en utilisant vos propres données personnalisées dans les politiques de X-Ray. Et comme Asaf l'a mentionné, ces produits disposent actuellement de différents moteurs de politique, mais nous prévoyons d'intégrer un moteur de politique unifié pour vous permettre de tout contrôler en même temps.
En outre, nous intégrons quelques capacités, je dirais, centrées sur le développeur, qui permettront aux développeurs ou aux chercheurs en sécurité des applications, etc., d'interagir avec le catalogue, à la fois de manière applicative ou via l'API, et de faire certaines choses qui nous ont été communiquées directement par vos équipes en termes de besoins et de difficultés. Génial. Très bien, voici donc notre application web pour le catalogue, essentiellement un moteur de recherche pour les paquets open source qui me donne un accès direct à toutes les informations que nous avons chez JFrog, la sécurité de JFrog pour ces paquets open source. Disons donc que je veux rechercher un paquet que nous connaissons tous, Angular par NPM, qui n'est pas le framework front-end le plus à jour, mais qui est très utilisé dans la nature. Ce que vous voyez ici dans la démo et dans cet environnement en direct, ce sont toutes les informations que nous avons et que nous recueillons sur ce paquet. Vous pouvez voir le numéro de version, le fait qu'il soit le plus récent. Nous avons toutes les différentes versions que je peux parcourir. Nous avons toutes les différentes informations comme les données sur les dépendances, les cartes de score OpenSRS, les vulnérabilités connues, y compris toutes les informations à leur sujet, combien de ces vulnérabilités sont enrichies par JFrog Security, et je peux continuer à parcourir ces données pour prendre des décisions que je pourrais avoir besoin de prendre en tant que développeur ou quelqu'un d'autre. En outre, nous ajoutons maintenant une capacité à comparer les paquets entre celui-ci et d'autres paquets. Par exemple, voyons si je veux comparer ceci à Vue. Et ici, je vais également sélectionner la dernière version de Sable, et cela me donne un aperçu rapide et de haut niveau de la comparaison entre les différents paquets. Je peux voir le nombre de versions de chacun d'entre eux, la dernière date de publication de cette version spécifique, les vulnérabilités, et je peux voir que la carte de score OpenSRC, par exemple, pour Vue, est bien meilleure que celle d'Angular. Et une autre chose est que si je veux plonger dans ce paquet spécifique et voir plus d'informations, je peux voir qu'il y a de multiples dépendances sur ce paquet spécifique. Et si je regarde cela du point de vue du risque, que ce soit un risque de sécurité ou un risque opérationnel, je veux regarder dans ces dépendances et voir plus d'informations à ce sujet. Je peux donc regarder cela sous forme de tableau, où je peux aussi utiliser notre graphique de dépendance qui sera bientôt disponible et qui me permettra de plonger dans les données d'une manière très naturelle et avec une bonne expérience utilisateur. Et bien sûr, toutes ces données seront disponibles via l'API, encore une fois, pour l'automatisation de multiples cas d'utilisation selon les besoins. C'est tout pour la démo du catalogue. Passons maintenant à Curation. Comme je l'ai mentionné, nous nous sommes déplacés vers la gauche, ou même plus loin que ce qui est généralement considéré comme la gauche, là où les gens ou les développeurs développent réellement du code. Et nous avons lancé Curation en juillet de l'année dernière. Pour rappel, qu'est-ce que Curation? C'est un mécanisme de prévention qui vous permet d'empêcher ou de décider et d'établir des politiques concernant les paquets qui peuvent entrer dans l'organisation ou votre chaîne d'approvisionnement au départ, par rapport à l'analyse continue que vous faites au fur et à mesure que vous développez votre application. En bref, cela vous permet de mettre en place des politiques qui peuvent facilement protéger vos dépôts à distance au sein de la plateforme JFrog, de mettre en place des politiques qui définissent le type de paquets qui peuvent entrer. Par exemple, bloquer les paquets malveillants, ou bloquer les paquets vulnérables, ou bloquer les paquets qui ont posé un risque opérationnel pour notre organisation. Et tout cela en un seul endroit, configurer tout cela et empêcher, dans cet exemple, les paquets malveillants d'entrer dans l'organisation et ainsi de suite. En outre, cela permet aux développeurs de bénéficier d'une expérience sans friction, dans le sens où lorsqu'ils interagissent avec ces dépôts distants qui sont gérés par JFrog Curation, lorsque tout est OK et que rien ne les empêche d'utiliser ces paquets, c'est une expérience transparente pour ces développeurs sans interruption. Ils téléchargent simplement ces paquets, y compris avec le CI, et il n'y a pas d'interruption. Cependant, dans les cas où il y a un problème, c'est-à-dire qu'il y a une raison de bloquer le téléchargement de ce paquet sur ce poste de travail, par exemple, les développeurs obtiennent toutes les informations dont ils ont besoin immédiatement depuis leur poste de travail à l'aide de notre outil CLI. Et très bientôt, plus tard dans l'année, au deuxième trimestre, avec nos intégrations de plugin IDE, ils recevront toutes les informations dont ils ont besoin
pour comprendre pourquoi il a été bloqué et quelles sont les recommandations qu'ils peuvent prendre de manière indépendante, sans parler à personne, afin de résoudre ce problème sur le champ et de poursuivre leur routine quotidienne et de développer du code. Enfin, il offre une visibilité et une gouvernance holistique de bout en bout sur tout ce qui se passe au sein de la plateforme JFrog. Vous obtenez donc des informations sur le nombre de paquets bloqués. Pour quelles raisons? Parce qu'il s'agit de paquets vulnérables ou malveillants, etc. Et vous obtenez un audit complet de tout ce qui entre dans votre organisation, qu'il ait été approuvé ou bloqué. Vous obtenez donc toutes ces informations dans un endroit centralisé au sein de la plateforme. Pour vous donner toutes ces informations, il est souvent très compliqué de le faire. Une chose à mentionner que nous allons ajouter en 2024, et bien sûr ce n'est pas une liste exhaustive dans cette session, mais un exemple de ce que nous faisons est la capacité de classer différents projets avec différents besoins de curation. Donc, différentes équipes au sein des entreprises, comme vous ont des exigences de classification différentes équipes de peut-être MNAS et ainsi de suite. La possibilité de segmenter ces exigences en utilisant les projets JFrog et en établissant des politiques par projet et non par référentiel uniquement est une chose qui nous a été communiquée par les clients de Curation. Nous l'avons entendu haut et fort et nous prévoyons de le développer et de le lancer dans le courant de l'année. Voilà pour les mises à jour concernant JFrog Curation. Passons maintenant à Runtime Security. Runtime Security, en tant que responsable produit, je suis très enthousiaste car cela nous permet enfin de compléter cette histoire de bout en bout, cette solution depuis le poste de travail du développeur jusqu'à vos charges de travail de production et de vous fournir une solution holistique pour la sécurisation de vos versions. Maintenant, avant d'avoir une démo pour vous et quelques diapositives supplémentaires, mais avant de plonger en profondeur, parlons du défi auquel nous sommes tous confrontés lorsqu'il s'agit de la production. Lorsque nous développons nos applications et différentes versions et que nous les poussons en production, ce que nous voulons vraiment faire, c'est être en mesure de suivre les binaires en production, de nous assurer que ce que nous avons développé est effectivement arrivé à son bon endroit. Nous voulons également nous assurer que les binaires provenant d'Artifactory, cette source unique de vérité, sont bien ceux qui tournent en production et qu'il n'y a pas eu d'altération de l'image en cours de route. Et lorsque nous voulons constamment surveiller et observer ce qui se passe en cours d'exécution, lorsque nous trouvons quelque chose de mauvais, la chose la plus difficile à faire est de déterminer tout d'abord si c'est vraiment quelque chose dont nous devons nous occuper maintenant. S'agit-il par exemple d'un CV, mais il n'est peut-être pas applicable, mais dans les cas où cela s'applique, ce qui signifie que nous devons résoudre le problème hier, nous voulons pouvoir revenir aussi rapidement que possible vers le propriétaire de l'image et vers le développeur qui a fait ce commit et pouvoir revenir vers eux, leur donner toutes les informations dont ils ont besoin pour résoudre le problème et leur permettre de patcher la production pour s'assurer que le problème et la fenêtre temporelle de risque et d'exposition sont aussi réduits que possible. Sur ce, je suis heureux de vous présenter Runtime Security. Encore une fois, notre dernier produit dans l'offre. Ce que J4 Runtime vous fournira est tout d'abord une visibilité en temps réel des vulnérabilités réelles dans vos environnements d'exécution, vous permettre d'empêcher la falsification d'images, c'est-à-dire se connecter entre les images stockées dans Artifactory et ensuite s'assurer que ce sont ceux qui fonctionnent dans la production. Vous permettre d'accélérer vos processus de priorisation et de triage en tirant parti de la sécurité avancée grâce à l'analyse contextuelle. Ainsi, si vous regardez les CV qui tournent en production, ils sont en fait applicables, ce qui signifie que vous devez les résoudre le plus rapidement possible. Et, encore une fois, remonter de votre charge de travail, de production, jusqu'à l'équipe de développement. Sur ce, j'aimerais vous montrer une démonstration rapide de J4 Runtime. Très bien, parfait. Ce que vous pouvez voir ici est un écran que nous appelons « Évaluation en direct ». Il vous donne une visibilité en temps réel des environnements de production réels avec toutes les différentes charges de travail qui sont actuellement
en cours d'exécution dans quelques-uns de nos environnements de production pour les besoins de cette démo. Vous pouvez voir ici tous les noms des charges de travail avec toutes les informations. Et l'une des choses intéressantes que nous avons, c'est qu'elle vous donne une visibilité en temps réel sur les risques que vous avez avec ces charges de travail. Vous pouvez donc voir que j'ai ici une charge de travail qui exécute un paquet malveillant. Il y en a quelques-unes qui exécutent à la fois des CV critiques qui sont également applicables, ce qui signifie, encore une fois, qu'il ne s'agit pas seulement de CV qui existent en production, mais qu'ils sont applicables dans le contexte de vos applications. Il ne s'agit pas seulement d'un risque théorique, il s'agit d'un risque réel. Et vous pouvez voir ici quelques exemples d'images provenant d'un registre non fiable, ce qui signifie qu'elles ne proviennent pas de votre plateforme JFrog. Dans cet exemple, avec un paquet malveillant dans une image, je peux cliquer dessus et je peux obtenir toutes les informations dont j'ai besoin pour comprendre ce qui se passe exactement. Je vois donc les informations sur le traitement. Je vois qu'il est en cours d'exécution, qu'il présente quelques vulnérabilités ainsi qu'un paquet malveillant. Je peux également voir les informations relatives à la charge de travail. Dans cet exemple, il est exécuté sur AWS et j'ai toutes les informations dont j'ai besoin à partir de l'image du conteneur. Si vous remarquez attentivement, Asaf Karas, notre célèbre développeur responsable, a l'habitude de faire en sorte que les choses tournent mal avec des paquets malveillants. Encore une fois, c'est mon responsable, mais nous allons le mettre hors ligne. J'ai donc toutes les informations dont j'ai besoin avec le paquet malveillant, le résumé, la remédiation sur la façon de résoudre ce problème, ainsi que quelques références supplémentaires de notre équipe de recherche JFrog. Maintenant, un autre cas d'utilisation, non pas du point de vue de l'analyse des charges de travail en cours d'exécution, mais plutôt du point de vue de la vue d'un référentiel. Dans ce cas, j'ai un référentiel appelé HipsterShop. Il contient 12 images. Et si je clique dessus, je peux voir toutes les différentes images qui sont surveillées dans ce référentiel et toutes les informations en temps réel sur les vulnérabilités et les expositions, etc. Dans cet exemple, nous pouvons voir le service d'expédition qui a 3 versions de cette image spécifique en cours d'exécution dans la production. Et si je regarde cette astuce d'outil soigné ici, je peux voir certaines informations qui sont intéressantes. Tout d'abord, je peux voir que l'image la plus vulnérable qui est actuellement active et fonctionne en production est la version 0.1. Elle a presque 300 vulnérabilités en production. Et je peux aussi voir que l'image la moins vulnérable, et c'est aussi la dernière version, est la 0.9. Et elle a beaucoup moins de vulnérabilité. Et si je veux approfondir un peu, je peux voir que cette image fonctionne sur 4 charges de travail différentes. Je peux voir que nous avons l'environnement staging, ce qui est une chose, mais nous avons cette version 0.1 qui est encore une fois très vulnérable, qui fonctionne sur une grappe de production. Et encore une fois, si je veux comprendre cela et que je veux approfondir et remédier à ce problème dans la production, je peux cliquer sur cela, approfondir cette charge de travail spécifique, obtenir toutes les informations. Et encore une fois, je peux voir que dans ce cas, encore une fois, je m'adoucis. Je peux retourner directement à Artifactory. Et je vois dans Artifactory comment toutes ces images proviennent d'Artifactory. Nous avons 0.1, mais 0.9 réside juste ici. Je peux y aller. Je peux contacter notre personnel ou l'équipe responsable de cela et remédier à ce problème et mettre à niveau la version en production pour réduire le risque. Donc encore une fois, J4 Gruntime Security. Cela fonctionne actuellement en version bêta, active bêta. Nous serions ravis d'en discuter avec vous plus en détail plus tard. Et il y aura une disponibilité générale plus tard cette année. Passons maintenant à la sécurité avancée. La sécurité avancée a été lancée avec notre version auto-hébergée au Leap l'année dernière, il y a exactement 1 an, en février de l'année dernière. Et je voudrais vous donner un bref rappel de la sécurité avancée avant une autre démo en direct. La sécurité avancée, c'est donc... Désolé. Tout d'abord, il s'agit de l'analyse contextuelle. Il ne s'agit pas seulement de détecter les CVE dans vos applications dans le cadre de l'analyse, mais aussi de plonger en profondeur dans le code, dans les binaires eux-mêmes, et de déterminer si ces CVE sont applicables ou non dans le contexte de votre application. Nous sommes allés au-delà des vulnérabilités avec la détection des secrets, les mauvaises configurations et la sécurité IEC. Nous avons donc vérifié si vos mots de passe étaient exposés, etc.
Et enfin, en septembre de l'année dernière, nous avons introduit SAST dans le paquet de sécurité avancée qui vous permet d'analyser votre code source de manière centralisée avec Frogbot, notre robot Git, qui vous permet d'analyser vos projets Git de manière continue, ainsi que vos demandes d'extraction pull request, et aussi via nos plugins IDE qui permettent à vos développeurs de les utiliser, qu'il s'agisse d'une procédure opt-in ou opt-out. C'est à vous de décider. La flexibilité est entre vos mains. Cela a donc été introduit en septembre dernier. Et une chose que je voudrais mentionner à propos de la sécurité avancée, qui n'est pas toujours triviale parce que nous sommes connus comme la société binaire, toutes ces capacités de détection, d'analyse contextuelle, de mauvaise configuration, de secrets SAS spécifiques et seulement pour le code source, mais nous soutenons cela à la fois pour l'analyse binaire et pour l'analyse du code source. Ainsi, les mêmes problèmes que nous trouvons avec nos binaires ou notre analyse contextuelle, nous pouvons les détecter et nous les détectons lors de l'analyse du code source, ce qui permet à vos développeurs d'obtenir cette valeur aussi rapidement que possible d'une part, et d'autre part, vous donne la possibilité de placer des barrières de sécurité plus tard dans le processus afin d'empêcher ces problèmes d'arriver jusqu'à la production.